Donc, vous êtes dans InDesign et vous avez certainement un panneau d'accueil que je n'ai pas parce que je l'ai désactivé. Donc moi, dans InDesign préférences générales, j'ai été désactiver le panneau d'accueil. Ah, quoique, il est coché chez moi et pourtant je ne vois pas le panneau d'accueil. Moi, je vous conseille de le faire. Allez dans le menu InDesign, réglages général, préférences, il s'appelle ici, InDesign préférences générales. Et décocher ça, ça va nous simplifier la vie pour la suite parce que quand aucun document n'est ouvert, on a ce panneau d'accueil qui vient à chaque fois nous perturber. Donc, c'est pas plus mal. S'il faut, à un certain moment, on le réaffichera. Donc, on va utiliser InDesign un peu comme il fonctionnait avant que ce système de panneau d'accueil soit là. C'est pas plus mal. Au niveau de l'interface, j'ai mis une interface claire. Vous n'êtes pas obligé de mettre une interface claire. C'est juste moi qui ai choisi, notamment pour la projection, que ce soit une interface claire. Si vous aimez la foncée, il n'y a pas de problème. Ou une intermédiaire, il n'y a pas de problème. À un certain moment, on ira certainement cocher ceci, on dira pourquoi, juste en dessous, dans les réglages d'interface. Voilà. Chez vous, c'est coché, en fait. OK, je vais le cocher aussi. À un certain moment, on ira le décocher, en fait. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Oui, moi, j'ai déjà un InDesign un peu modifié. Donc, comme vous remarquez, n'hésitez pas à dire si ça ne correspond pas à ce que vous avez sur votre écran. Mise à échelle de l'interface utilisateur. Donc, quand on travaille sur un écran extrêmement précis, un écran 4K, par exemple, il est possible que l'interface soit petite. Donc, vous pouvez, à ce moment-là, si vous pensez que les menus, tout est petit sur l'écran, il faudra aller jouer ici. Vous êtes en petite actuellement ou OK. Si ça ne pose pas de problème, vous restez comme ça. Mais donc, c'est quelque chose qui est prévu justement quand on travaille sur des écrans très précis pour compenser la précision de l'écran parce qu'on a des palettes d'outils, etc., minuscules à ce moment-là, si l'écran est trop précis. OK, les points d'ancrage, il n'est pas interdit de remonter la taille des points d'ancrage, comme ça on les verra bien. Allez-y, taille d'affichage des points d'ancrage. Alors, les préférences de InDesign, elles sont très complètes. Il y a énormément de choses qui peuvent être modifiées par rapport à d'autres logiciels comme Illustrator ou Photoshop. Il y a beaucoup plus dans les préférences de InDesign, mais on ne va pas y passer trop de temps. On ira de temps en temps voir certaines choses. Donc voilà, OK. Alors, vous avez certainement des palettes sur la droite et elles sont certainement mieux rangées que les miennes. Donc la manière dont je vais fonctionner, moi, c'est que je vais aller régulièrement avec vous chercher des palettes dans le menu fenêtre et c'est affiché par ordre alphabétique. Parfois, on utilisera des raccourcis clavier, mais rarement. Les raccourcis clavier, j'évite d'en parler trop parce que quand on est en train d'étudier, si vous êtes en train d'étudier plusieurs logiciels, peut-être même de fabricants de logiciels différents, les raccourcis clavier, ça risque de vous embrouiller. Donc, on va souvent aller dans les menus, voir où se trouvent les choses. Donc, les palettes, on ira les chercher au besoin, au fur et à mesure, dans le menu fenêtre. Et comme vous remarquez, à un certain moment, ça peut devenir un peu encombré. C'est pour ça qu'on peut se débarrasser de toutes les palettes qui sont à droite. Et ça fonctionne comme ça dans Illustrator et Photoshop. Je le dis au cas où, hein, pour faire le transfert pour ceux qui utilisent ces deux autres logiciels. Donc, on peut se débarrasser des palettes de droite. Essayez la touche tabulation sur le clavier, rien que la touche tabulation, donc celle qui est à gauche de la touche A sur le clavier AZERTY. Voilà, la touche tabulation. Mais si, pendant que vous utilisez cette touche tabulation, vous avez la touche Shift, la touche majuscule enfoncée, vous voyez que ça ne fait disparaître que les palettes de droite. Et ça, c'est pratique. Donc allez-y. Ne confondez pas Shift et Caps Lock. Majuscule et verrouillage majuscule, c'est pas la même chose. Donc c'est bien majuscule tabulation. On enfonce majuscule, on garde enfoncé, on enfonce brièvement tabulation et on se débarrasse des palettes de droite. Voilà. Est-ce que vous avez la grande palette du dessus, ce qu'on appelle la barre contrôle? Vous la voyez?
Eh bien, il la faut absolument. Vous allez dans le menu Fenêtre et vous allez demander Contrôle. Par la même occasion, vous voyez que si vous fermiez par erreur la palette des outils, c'est Fenêtre, Outils. Ouais. La palette des outils, vous l'avez peut-être en une colonne comme ceci. Pour une question de facilité, on va la faire passer en deux colonnes. Donc, vous cliquez sur la double flèche ici dans la palette des outils pour la faire passer en deux colonnes. Il faut cliquer deux fois. Voilà. On va créer un nouveau document dans InDesign. Donc, fichier nouveau document, puisqu'on a demandé que le panneau d'accueil ne soit pas là. On n'a pas le panneau d'accueil avec son bouton bleu créé disponible. Donc, on y va à l'ancienne, fichier nouveau document. Oui, au passage, vous voyez qu'il est possible aussi de faire un livre. Donc là, tout le monde se dit, tiens, quand on fait un nouveau document, c'est pour des documents avec peu de pages, peut-être 15 pages. Et si je veux faire un livre de 300 pages, je vais sur livre. Pas du tout. Livre dans InDesign, c'est autre chose. Livre, c'est un système, c'est pas un document en fait. C'est une palette qui permet de réunir ensemble plusieurs documents et de synchroniser les documents au niveau des styles, de caractères, de paragraphes, d'objets, etc. On les synchronise. Il y a un des documents qui est le document maître au niveau des styles et on propage les styles sur les autres documents. Donc oui, ça pourrait servir quand on doit faire des longs documents comme un livre, 300 pages, on a 10 chapitres de 30 pages, on va faire 10 documents InDesign, ce sera plus facile à gérer et ils vont apparaître les 10 documents dans la palette livre. Mais c'est pas en soi un document. Donc c'est un système très intelligent, mais c'est pas un document. Donc voilà déjà un petit débunkage par rapport à ce que vous pourriez penser. Non, si vous faites des longs documents, vous faites quand même des documents, pas des livres. Le livre sert à réunir ensemble pour synchroniser les styles. C'est une palette. Alors voilà, on va dans Fichier, Nouveau document. Donc vous avez oui, il y a un piège avec les Mac, hein, c'est que si on clique là à l'endroit où c'est vide, il est possible, tiens chez moi ça ne le fait pas, mais il est possible que vous redescendiez au niveau du gestionnaire de fichiers, le Finder. Voilà, c'est ça le problème. Moi apparemment j'ai désactivé ça sur mon ordinateur, je ne sais plus trop comment, mais chez vous ça le fait, c'est ça. Si vous cliquez dans le vide, vous redescendez au niveau du Finder. Donc gros piège. Faut s'y faire, c'est le Mac, il y en a qui détestent ça. OK, donc fichier nouveau document. Donc, on a des documents de départ qui sont préparés. On peut aller, par exemple, dans Impression. Au passage, vous voyez qu'InDesign sert aussi à faire des projets d'interface web ou mobile. C'est tout à fait possible. Donc, vous avez dans les documents qui vous sont proposés là, différents formats. En dessous, vous voyez qu'il y a des modèles. Donc ça, ce sont des choses téléchargeables chez Adobe. Et il y en a des milliers en fonction de ce qu'on veut faire. Si je veux faire une brochure sur le jardinage, je vais pouvoir télécharger un modèle jardinage. Il y aura déjà les couleurs, jardinage, les titres, les polices de caractères adaptées, etc. C'est bien pratique les modèles, sauf que si on ne connaît pas InDesign, on ne sait pas les utiliser. Donc, il faut quand même tester un peu. Alors, il y en a qui sont payants. Je pense qu'on a droit à 10 modèles chaque mois gratuits et puis il y en a qui sont payants. Voilà, ça dépend de la formule Adobe qu'on a, mais oui. Ceci dit, il en existe aussi à télécharger, qui ne sont pas faits par Adobe, qui sont, sur le web, certains gratuits, certains payants. Il n'y a pas que Adobe qui fait des modèles de documents. Donc c'est quand même pratique de démarrer d'un modèle existant. Ça arrive aussi, quand on veut faire un travail pour un client, qu'on démarre d'un travail qu'on a déjà fait pour un autre. Donc c'est son propre modèle. On a créé son propre modèle et c'est pas interdit. Ça se fait aussi pour les sites web, c'est assez courant, hein, de redémarrer de quelque chose d'existant. On ne le dit pas au client et on évite de laisser traîner le nom du client, dans le projet qu'on rend, évidemment. Sinon, on est mal.
Alors, vous avez le format A4, c'est les feuilles, format, photocopie que vous connaissez tous et toutes. C'est hyper désagréable ce genre de feuilles parce que ça fait penser aux factures, ça fait penser à l'administratif, ça fait penser aux photocopies, tout ça, c'est stressant. Donc je vous, conseille de ne pas faire des documents format A4, à moins que vous ayez une bonne raison de le faire. Donc vous verrez que les magazines, par exemple, les magazines sont souvent avec un format plus carré. Vous avez ici le format lettre qui a, 2 centimètres en moins en hauteur à peu près, oui, ouais, oui, voilà, donc il est un peu plus carré. Bon, bah, démarrons sur le format lettre. Alors au niveau de l'impression, bien sûr, si on doit sortir ça dans un copy service sur une photocopieuse, ça posera problème. Par contre, chez l'imprimeur, ça ne pose pas de problème. Il suffit d'avoir discuté avec l'imprimeur, on a choisi le papier, on a choisi le format et il dit si c'est possible ou pas, combien ça va coûter. Il faut toujours aller discuter avec l'imprimeur avant de démarrer la création d'un document que vous voulez imprimer. Allez trouver l'imprimeur, parlez-lui du nombre de pages. Parfois, il faudra des cahiers de 16 pages, parfois de 12, parfois autre chose. Les cahiers, c'est une partie de la publication, hein. Quand on fait une publication, on assemble ce qu'on appelle des cahiers. Donc là, il va vous dire le nombre de pages que votre document peut avoir. Hem, il vous dira, le papier, voilà, vous allez choisir le papier, le format, la reliure, les coûts. Donc, c'est vraiment un conseil. Les imprimeurs sont sympas. Si vous allez trouver un imprimeur parce que vous allez créer un document, vous envisagez d'aller chez lui, imprimer et il vous reçoit mal, si vous avez la possibilité, c'est pas toujours possible parce que quand on est dans l'administratif, on a des imprimeurs imposés, mais quand c'est possible, passez chez un autre imprimeur. Ça démarre déjà mal, le relationnel avec l'imprimeur si, quand vous arrivez, il vous reçoit mal. Normalement, ils doivent être contents de vous voir avant que vous conceviez le document. Ce qu'ils détestent les imprimeurs, c'est les gens qui arrivent avec un document tout fait. On l'a jamais vu ni d'Ève ni d'Adam. Et voilà. Et voilà, je viens avec mon PDF. Pouvez-vous l'imprimer? Mais voilà, on n'a même pas choisi le papier, on n'a rien choisi. Euh, En plus, si pour une raison ou pour une autre, ils considère que vous êtes, que vous le prenez de haut, ça va se passer très mal. Les imprimeurs, ont gardé un esprit un peu, comment dire? Voilà, issu de leur grande histoire corporatiste, voilà, c'est le nom que que je cherchais. Il faut savoir que les imprimeurs, jusque et jusque les années 90, c'était l'équivalent de Google et de la télévision et du cinéma, en fait, hein. Voilà. C'était très puissant et ils ont perdu en puissance, bien sûr, puisque le papier, s'est effacé un peu devant internet, mais ils ont gardé cet esprit corporatiste où ils sont réputés comme étant pas toujours de très bonne humeur, mais c'est aussi parce qu'on les prend de haut et qu'on vient avec des docs, on ne respecte pas leur travail. Voilà. OK, format lettre. Ici, vous avez, différentes options qu'il faudra déployer chez vous, ou pas, on va voir. Donc le nombre de pages, mais ça peut être modifié après. Le fait que c'est un document avec des pages de gauche, des pages de droite, ou pas. Ici, on va décocher page en vis-à-vis, donc on va faire un document seulement recto, pas de recto verso, pas de page de gauche, page de droite. Bloc de texte principal, on va pas le cocher. Colonne, tout ça, on va pas cocher. Marge, vous avez des marges de 12,7 millimètres. C'est juste une indication qu'il faut pas mettre des choses importantes comme du texte trop près du bord de la page. Et la marge sera à 1 demi-pouce du bord de la page. 12,7 millimètres, c'est 1 demi-pouce. Fond perdu et ligne bloc, ça peut être géré après. On en parlera.
Donc là, on peut cliquer sur Créer. Ah oui, si on coche Aperçu, on le voit directement derrière le document. Comme ça, on peut vérifier. Mais sinon, vous cliquez sur Créer. Vous avez votre document. Alors, ce que je vous conseille, c'est de faire un dossier pour aujourd'hui. Et chaque jour, vous allez faire un dossier différent. Comme ça, on va s'y retrouver. Parce que sinon, ça va être la foire. Si on met tout dans le même dossier. Donc, vous allez enregistrer le document. Fichier enregistré sous. Vous allez naviguer. Ah oui, vous n'avez peut-être pas la boîte complète. Donc, si vous avez une petite boîte comme ça sur le Mac, il va falloir cliquer ici pour avoir la boîte complète une fois pour toutes. Voilà. Vous naviguez, par exemple, jusqu'au bureau. Et sur le bureau, vous allez faire un nouveau dossier qu'on va appeler lundi. Voilà. Et là-dedans, je vais appeler le document intro-01, par exemple. Je vais mettre des incréments. Vous allez voir que je vais enregistrer régulièrement sous un nom différent en changeant juste le numéro à la fin. Donc, c'est pour garder la progression. Comme ça, vous aurez ça. Donc, le zoom avant et arrière, il y a plusieurs manières de le faire. Vous avez la touche Alt et la roulette de la souris. La barre d'espacement, c'est pour bouger l'image, la page sur l'écran. Pour bouger la page sur l'écran, la barre d'espacement, c'est le raccourci de la main. Donc, en fait, vous n'allez pas commencer à activer la loupe et la main dans la palette des outils pour zoomer en avant, en arrière, pour bouger dans le document. Les raccourcis, c'est quand même super intéressant. On verra que quand on travaille dans un bloc texte, le raccourci barre d'espacement pour la main, ça ne marche pas. Il faudra utiliser la touche Alt à ce moment-là. Parce que forcément, si vous êtes en train de travailler dans un texte, la barre d'espacement mettra des espaces. C'est pas bon. Donc, autre chose, le double-clic, ça c'est valable dans tous les logiciels Adobe, le double-clic sur l'icône de la main dans la palette des outils peut quand même être utile parce qu'il vous remet le document le plus grand possible sur l'écran. Voilà. Donc c'est une bonne chose à connaître. Alors on va démarrer directement avec quelque chose ici. Vous allez activer l'outil texte, enfoncer sur la page, garder enfoncé et tirer. Voilà. Ah tiens, moi je vais enlever mes règles parce qu'elles avec cet ordinateur-ci, elles font clignoter tout. J'expliquerai ça plus tard. Si vous avez je peux l'expliquer maintenant en fait. Si vous avez un ordinateur Mac avec puce M2, pour l'instant vous êtes sur des M1 et moi je suis sur M2. L'affichage des règles sur le côté, vous voyez, horizontal, vertical, crée des clignotements indésirables. On attend une mise à jour de Adobe InDesign pour régler le problème, mais actuellement, c'est comme ça. Voilà pourquoi je vais les faire disparaître. Et chez vous, ça ne pose aucun problème. Je le dis au cas où certaines auraient un ordinateur avec puce M2. Dans InDesign, les règles, ça fait clignoter tout. Il faut les masquer dès qu'on peut. Bien, vous avez créé un bloc texte avec l'outil texte. Et si vous repassez à la flèche noire, vous voyez les poignées. Alors, elles sont bien grandes en fait, hein, peut-être un peu trop. On va peut-être aller diminuer un peu l'affichage quand même. Vous vous souvenez, dans InDesign Préférences, mise à échelle de l'interface utilisateur. Voilà, on va peut-être aller juste un peu diminuer la taille des poignées. Je vais me mettre là. On va voir ce que ça dit. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. À vous de voir. Malheureusement, on ne sait pas avoir une demi-mesure. Tiens, finalement, je vais me mettre là. Voilà, c'est bien. Donc, pour ceux qui ont des écrans très précis, encore une fois, ça fait partie de la compensation qu'on peut faire à la fois sur les tailles des palettes et sur les tailles des points.
Donc ça, c'est un bloc texte. Est-ce que chez vous, il s'est rempli de texte ou pas? Non, hein. Il n'y a pas du lorem ipsum dedans, non, c'est pas automatique dans InDesign. Alors, vous avez une porte d'entrée du texte et une porte de sortie. Ça, c'est quand on fait du chaînage de texte, quand on fait couler le texte d'un bloc à l'autre. Mais pour l'instant, ces portes d'entrée et de sortie ne sont pas utilisées. Vous avez les poignées pour redimensionner le bloc, bien sûr. Vous avez ici des poignées qui servent pour modifier les angles et une autre pour ce qu'on appelle les objets ancrés. On aura l'occasion d'y toucher aux objets ancrés. Et pour les angles, oui, on va peut-être utiliser ça ou une autre méthode qui se trouve dans les menus au-dessus. Que dire de plus? Vous avez les fonctionnalités OpenType. C'est quand on utilise des polices de type OpenType. C'est les meilleures polices actuellement. Et les fonctionnalités spéciales apparaîtront ici. En gros, voilà pour le bloc texte. Alors, on va taper quelque chose dedans. Donc, avec l'outil texte, vous allez cliquer et vous allez taper juste un mot ou l'autre. Un mot, c'est suffisant, si vous voulez. Tiens, il me le souligne. Il n'a pas l'air de comprendre que... ouais, il souligne parce qu'il considère qu'il y a une faute d'orthographe. Si je mets avec un « e », ça marche mieux. Bon, ça dépend de la langue dans laquelle le bloc est réglé, en fait, hein. S'il est réglé en français, c'est normal que si je mets Barcelona, c'est souligné, et Barcelone, pas. Donc, c'est parce que moi, j'ai édition orthographe, j'ai ceci qui est enclenché. Édition orthographe, vérification orthographique dynamique, c'est comme dans Word, ça souligne les mots qui sont faux. Donc, vous pouvez le cocher ou pas, c'est vous qui voyez. Édition orthographe et vérification orthographique dynamique. C'est vrai que c'est pas plus mal de le cocher. Alors, voyons un peu la palette caractères, menu texte, caractères. La palette caractères. Est-ce qu'elle arrive sur le côté et elle est coincée un peu ce genre-là chez vous? Oui. Non, parce que si c'est le cas, il faudrait cliquer là et puis il faudrait la détacher en prenant son nom, on appuie, on bouge parce que c'est toujours beaucoup mieux. Après, d'autres personnes vous diront peut-être, il faut bien ranger les palettes sur la droite comme, vous le voulez et puis par le menu fenêtre, espace de travail, il faut enregistrer votre positionnement de palette, blablabla. Moi, je vais fonctionner comme ceci avec des palettes flottantes. Je trouve ça sympa et pratique surtout. Surtout quand on a beaucoup dans une palette. La palette des calques, si vous avez beaucoup, c'est l'enfer. Si elle reste sur la droite collée, vous ne voyez pas bien les choses. Mais là, c'est la palette caractères, voilà. Palette caractères, vous voyez bien tout ceci? Sans problème? OK, parfait. Ouais. Voilà, donc ici, dans le bas de la palette, caractères, on a, la langue. Ça, c'est super important que la langue soit bien indiquée pour InDesign parce qu'il va s'en servir pour la correction orthographique et pour, bien sûr, aussi, la césure, la coupure des mots en fin de ligne. Il y a différentes choses, donc on va, tester ici, différentes choses. Alors, première chose, avec la flèche noire, vous allez double-cliquer. Vous voyez que le mot, normalement, il colle en haut à gauche du bloc. Vous allez double-cliquer sur la poignée qui est en bas à droite de votre bloc. Et normalement, ça a resserré le bloc autour du mot. Ça, c'est pratique. N'hésitez pas à zoomer. Ensuite, on va tester ceci. Si vous prenez la flèche noire et que vous vous positionnez sur la poignée, ça peut être celle-là aussi.
Vous pouvez descendre, agrandir à nouveau le bloc. Ben oui. Et vous redouble-cliquez sur la poignée, ça resserre autour du contenu. On va refaire la même chose, mais avec un autre outil. C'est celui-ci. L'outil de transformation qui est super important. Alors, il y en a d'autres qui sont cachés derrière si on garde le bouton de la souris enfoncé. C'est ça que ça veut dire le petit triangle en bas à droite de l'icône de l'outil. Ça veut dire qu'il y a d'autres outils derrière, mais ils ne vont pas nous servir ici. C'est vraiment l'outil de transformation qui nous sert. Si vous prenez une poignée du coin et que vous agrandissez, voilà, vous voyez que là, vous agrandissez le bloc et le contenu s'agrandit avec. Ceci, c'est très mauvais, il ne faut jamais faire. Écraser la police de caractère dans un sens ou l'autre, c'est pas acceptable. Donc, on va annuler. Commande Z. Pendant que vous faites ça, il faut forcer les proportions avec la touche Shift. On lâche le bouton de la souris, puis on lâche la touche Shift et les proportions ont été gardées. J'annule pour vous montrer que parfois, il peut arriver que quand vous essayez de faire ça, ça tourne le bloc au lieu d'agrandir. Là, vous faites CTRL Z et vous réessayez. Faut peut-être zoomer pour avoir un accès plus facile encore à la poignée. Et donc, voilà. Touche Shift, touche majuscule, je lâche le bouton de la souris, puis la touche Shift. Et voilà. Et vous arrivez à agrandir. N'hésitez pas, zoomez en arrière, agrandissez. Voilà. Oui, vous êtes sur un Mac, le CTRL Z ne marchera pas, c'est commande Z. En fait, c'est assez simple au niveau Mac PC. Les raccourcis Mac qui utilisent commande, la touche CMD, ce qu'on appelait anciennement la touche pomme, ben, il faudra faire contrôle quand vous serez sur un PC. Donc, c'est toujours la même chose. Si je vous dis commande majuscule Z, par exemple, ben, ce sera contrôle majuscule Z sur le PC. Des choses comme ça, voilà. C'est simple au niveau des raccourcis parce qu'on dit, voilà, Mac PC, ce n'est pas les mêmes raccourcis, mais en fait, si. La plupart du temps, c'est les mêmes raccourcis, à part cette petite différence de la touche. Et alors, les fichiers créés sur Mac sont compatibles avec PC. Si je transfère sur un PC, ça passe. Il y a juste les polices de caractère, peut-être, si je n'ai pas utilisé les fontes Adobe qui sont dans le cloud, ça risque de poser des problèmes. Il faudra les réinstaller sur le PC. Mais si on utilise des fontes Adobe qui sont dans le cloud, ça passe crème sur PC. Les fichiers Mac et inversement, ça marche aussi. Bon, il y aurait beaucoup plus à dire à ce propos, mais je ne vais pas... ici, on va aller droit au but, on va avancer. Je ne vais pas trop, dans un premier temps, donner d'informations sur le côté. Alors là, on peut mettre à jour le fichier qu'on a enregistré sur le disque dur. Vous voyez la petite étoile ici, l'astérix. Ça veut dire que depuis le dernier enregistrement, ça n'a pas été sauvegardé. On n'a pas fait de sauvegarde. Et ça marche comme ça aussi sur Photoshop et Illustrator. Hein. Si vous voyez le petit astérix, ça veut dire, tiens, il y a eu des changements depuis le dernier enregistrement. Ben, essayez de mettre à jour le fichier. Fichier enregistré. Voilà. Et l'astérix, c'est parti. Après, on va enregistrer sous un autre nom. On fera fichier enregistré sous et on va enregistrer, je mettrai 02 à la fin du nom. Vous allez voir, je vais enregistrer beaucoup plus que nécessaire pour la démo. Dans la vraie vie, je n'enregistrerai pas autant. J'enregistrerai peut-être toutes les 15 minutes dans la vraie vie ou ça dépend si on fait des choses complexes qui peuvent perturber le document, mais voilà. En tout cas, ce qui est certain, c'est que dans la vraie vie, il ne faut pas travailler pendant des heures et des heures sur le même document. Il risque de devenir corrompu et de devenir illisible. Parce que c'est une structure XML complexe et qu'à un certain moment, ça risque d'être corrompu. Voilà, mais oui. Et donc, jamais enregistrer, qu'on soit d'ailleurs dans Photoshop ou Illustrator, jamais plusieurs heures de suite sur le même document, sous le même nom. Il faut réenregistrer pour régénérer la structure XML.
Ça coûte à peu près 500 € pour récupérer un document InDesign qui est planté. Il faut l'envoyer en Hollande, par le web évidemment, chez Marksware. C'est le spécialiste de la récupération de documents InDesign. 500 € pour récupérer votre document InDesign. Ou alors vous recommencez tout. Parfois, quand on est pressé et qu'on a foiré, en principe, ça ne doit pas arriver parce qu'on fait des sauvegardes aussi régulièrement. Et alors, ne jamais enregistrer directement sur une clé USB. Un disque dur externe connecté à l'ordinateur, d'accord, mais une clé USB, c'est un espace de stockage pour le transfert d'informations. On ne travaille pas directement sur une clé USB avec les logiciels. On passe sur le disque dur interne dans ce cas-là, et puis de temps en temps, on transfère sur la clé USB s'il faut. C'est le meilleur moyen d'avoir ces choses qui plantent, c'est de travailler sur une clé USB connectée à l'ordinateur. Mais je dis un disque dur externe, ça va, très bien, pas de problème. Alors, la police de caractère qui a été choisie par défaut par InDesign, c'est le Minion Pro. Bien sûr, on pourra en choisir d'autres plus tard. C'est une police sérif, ça veut dire qu'il y a des petites pattes au bout des caractères, les sérifs. Ça a été inventé par les Romains, l'Antiquité, parce qu'au départ, ils gravaient leur police de caractère dans leur texte dans le marbre, dans la pierre. Et donc, à cause du principe de la gravure, ils terminaient les extrémités par ça, pour que ce soit plus propre, parce que c'était pas facile de terminer en bâton. Il fallait les petites pattes. Comme ça, vous êtes au courant d'où ça vient. Toutes les polices, beaucoup de polices qu'on utilise, pas toutes, mais beaucoup de polices qu'on utilise qui ont des petites pattes comme ça, les sérifs, ont été inventées à l'Antiquité par les Romains. On en voit sur les bâtiments, les monuments romains. C'est étonnamment moderne, mais en fait, c'est nous qui sommes un peu... on a récupéré ça. Voilà. Alors, le mot, on peut peut-être cliquer avec la flèche noire à côté pour ne plus voir les poignées déjà. Et activer dans le bas de la palette des outils l'option aperçu. Voilà. Et là, vous voyez le document tel qu'il sera imprimé. Si vous êtes en affichage normal, c'est avec les constructions. En affichage aperçu, c'est sans les constructions. Il est possible de travailler un document en étant en affichage aperçu. Typiquement, on va passer de l'un à l'autre. Ça dépend ce qu'on fait. Et si vous sélectionnez avec la flèche noire le bloc, ces poignées apparaissent, évidemment. Donc, c'est le raccourci W, comme le nom l'indique, mais vous n'êtes pas obligé de retenir. Ça explique juste que quand vous n'êtes pas en train de travailler dans un texte et que vous appuyez sur la touche W, ça passe en aperçu. OK, alors, dans la palette caractères, vous voyez qu'il est indiqué métrique. Les espacements entre les caractères sont mathématiques, on va dire, réguliers. C'est pas bon. Ça pourrait donner l'impression qu'entre certains caractères, il y a trop d'espace et d'autres caractères, pas assez d'espace. Peut-être qu'entre le O et le N et le A, on a l'impression qu'il y a plus de caractères qu'entre le E et le L et le O. Vous voyez? Peut-être entre le B majuscule et le A, il y a trop d'espace. Bon, tout ça peut être réglé dans un premier temps automatiquement. Après, on peut l'affiner manuellement, mais on peut demander en passant ici en optique. Optique, et les caractères ont bougé. Et ça, c'est l'idéal, de faire du texte en optique dans les logiciels Adobe. Donc, ça existe aussi dans Photoshop et Illustrator, ce réglage optique. Je vous conseille, à moins que vous ayez une raison de ne pas l'utiliser, je vous conseille de l'utiliser. Le réglage optique sur tous les caractères que vous faites dans tous les textes que vous faites dans InDesign, Photoshop, Illustrator. Alors,
Photoshop et Illustrator et de la typographie tout à fait valable. Pourquoi? Parce que c'est le moteur typo de InDesign qui a été mis dans Photoshop et Illustrator. Donc, Photoshop et Illustrator gèrent bien le texte puisqu'ils le gèrent comme InDesign. Ils ont hérité du moteur typographique de InDesign. Donc, ceux qui vous disent qu'il ne faut pas faire du texte dans Photoshop, c'est faux. Ce n'est pas un problème. Pour des flyers, c'est bien. Il y a juste que pour des documents longs, InDesign, c'est son fort, les documents longs. Même Illustrator, les documents longs, il ne fait pas bien. Des brochures, des rapports d'entreprise, des catalogues, tout ça, dans Illustrator, ça va être plus compliqué. C'est le fort de InDesign, les documents longs. Les posters, OK, dans Photoshop, dans Illustrator, et on peut aussi, bien sûr, en faire dans InDesign, qui peut le plus, peut le moins, sauf que InDesign a quand même moins d'effets graphiques que Illustrator et Photoshop. Les effets d'ombre, de bords, de contours multiples, etc., des choses graphiques, ça, il n'y a pas dans InDesign. Si c'est pour faire des posters sobres, InDesign, ça ira. Mais des posters avec beaucoup d'effets spéciaux, est-ce qu'il vaut mieux faire du sobre ou avec des effets spéciaux? Ça dépend de la cible. Si je m'adresse à des jeunes et je veux les attirer dans une discothèque, je vais faire un flyer dans Photoshop avec des effets. Si c'est un musée, je vais peut-être faire moins d'effets si je m'adresse à des personnes plus âgées. Donc vraiment, il n'y a pas de règle générale. Alors on vous dit parfois, ne faites pas de texte dans Photoshop, c'est flou, c'est à cause des pixels. Mais c'est faux. Je vous donne l'astuce. Dans Photoshop, si vous faites du texte, des calques de texte, il suffit d'enregistrer au format Photoshop PDF. Et dans le PDF, vous aurez les pixels des images, mais vous aurez le texte vectoriel, super net. C'est juste l'astuce à connaître. Sinon, c'est vrai que si on ne connaît pas cette astuce, quand on utilise du texte fait dans Photoshop, il est un peu flou, c'est des pixels. Mais pas quand on enregistre en Photoshop PDF. Alors ça, c'est intéressant, la possibilité donc d'enclencher l'optique. Je vous montrerai sur le web quelque chose que certaines connaissent peut-être. C'est un petit jeu sérieux qui vous entraîne à manuellement positionner les caractères bien les uns par rapport aux autres. C'est le travail que les lettreurs faisaient sur les enseignes magasins depuis des siècles. Ils font ça, positionner les caractères bien les uns par rapport aux autres. C'est un boulot de graphiste, mais vous verrez que, voilà. Là, on a vu que c'est partiellement automatisé. Il vous propose déjà une solution. Il est possible de l'améliorer. On ne va pas le faire ici, mais il serait possible de régler plus finement les espacements entre certains des caractères. Bien sûr, on ne le fait que pour les titres. Des réglages aussi fins que ça, on ne va pas faire ça dans un texte avec des paragraphes. C'est pour les titres, les grands titres. Bien, on va peut-être enregistrer sous et enregistrer en mettant peut-être un numéro 2, 02. Malheureusement, ce n'est pas automatique. Comme dans certains logiciels, notamment en 3D, où on enregistre, on peut incrémenter automatiquement. Là, je dois incrémenter manuellement. Alors, on va jouer sur la couleur du texte et du bloc. Actuellement, quand votre bloc est sélectionné, que vous soyez en affichage normal ou aperçu, peu importe, quand votre texte est sélectionné, le bloc, je veux dire, le bloc est sélectionné, soyons précis, le bloc est sélectionné avec la flèche noire, vous avez ici la possibilité de modifier la couleur du texte ou du bloc. On va modifier la couleur du bloc. Et on va pour ça double-cliquer, c'est la couleur de fond. On va d'abord mettre la case de fond ici à l'avant-plan. Un peu plus tard, je vous dirai que ceci n'est pas la méthode idéale, mais dans un premier temps, on va voir que ça fonctionne. On va double-cliquer sur l'échantillon de premier plan.
Alors, le plus simple pour utiliser cette boîte sélecteur de couleurs, c'est d'avoir le bouton T enclenché. Ceux qui connaissent Illustrator, Photoshop, c'est quelque chose de connu. Le bouton T enclenché, comme ça vous avez dans la réglette verticale la teinte, c'est la couleur sans la variante, sans la composante saturation et luminosité. Donc on choisit globalement la couleur, la teinte en fait. Et puis vous avez en horizontal la saturation, en vertical la luminosité. Je vous laisse choisir la couleur de fond du bloc. OK, voilà. Évidemment, je n'ai pas mis du noir parce que le texte est en noir. Ça pourrait poser un problème pour le lire. Voilà, voilà. OK, c'est bon? Pas de problème? Alors, on va peut-être créer un autre bloc texte à côté, en dessous, je veux dire, avec l'outil texte. Vous tracez. Ah, on ne voit pas, parce qu'on est en affichage aperçu. On voit le curseur qui clignote, mais on ne voit pas le bloc. Bon, je vais repasser en affichage normal, ce sera quand même plus clair. Affichage normal, voilà, le bloc est visible. Vous avez tracé un bloc avec l'outil texte. On va le remplir avec du texte de substitution, du faux texte, du lorem ipsum. On a un générateur de lorem ipsum dans InDesign. Si vous faites un clic droit, remplir avec le texte de substitution. Voilà, vous avez le Mignon Pro 12 points métrique qui arrive avec l'interlignage par défaut, l'espacement entre les lignes de texte 120% de la taille du caractère. Quand vous voyez que c'est inscrit entre parenthèses, c'est que ce n'est pas vous qui l'avez choisi, c'est le logiciel qui l'a mis tout seul pour vous. Et quand quelque chose n'est pas entre parenthèses, c'est que c'est vous qui l'avez choisi. Enfin, vous allez dire ceci, vous ne l'avez pas choisi et pourtant il n'est pas entre parenthèses. Mais bon, les parenthèses, voilà l'explication, c'est un calcul issu du logiciel. En fait. 120%, c'est réglé comme ça dans les préférences. L'interlignage, 120%. Oui, si vous calculez à 14,4, c'est 120% de 12. Bien. Alors, vous pouvez mettre une couleur de fond sur ce bloc. Alors, pour mettre la même couleur, ça ne va pas être évident dans un premier temps. Choisissez une couleur. Je vous laisse choisir. Voilà. Ah tiens, elle est peut-être un peu trop foncée, je vais l'éclaircir. Voilà. Il souligne tous les mots. Vous avez vu? Il considère que tous les mots sont faux, presque. Vous n'avez peut-être pas le même texte que moi parce que c'est aléatoire. Vous n'avez pas un texte qui commence par Velician qui a. Donc vous avez autre chose, vous confirmez? C'est aléatoire, c'est tout à fait normal, il n'y a pas de problème. Donc on dit que le lorem ipsum, on s'en sert pour faire des maquettes, des projets de mise en page, et puis on remplace par le vrai texte à un certain moment. C'est un peu controversé parce qu'on dit que quand on présente un projet avec du lorem ipsum, ça fait moins sérieux, moins convaincant, moins authentique que si on utilise du vrai texte en français ou en anglais ou peu importe, plutôt que du faux latin, parce que c'est du faux latin, c'est même pas du vrai. Par contre, utiliser une version non définitive du texte que le client vous a fourni, c'est dangereux. Il risque au final de se retrouver dans la publication finale parce qu'on a oublié de le mettre à jour. Ah oui. Et quand vous présentez au client, au lieu de se focaliser sur le design, il risque de repérer, tiens, c'est l'ancienne version du texte. Mais pourquoi c'est l'ancienne version du texte? On a pourtant demandé à notre bureau de réécrire le texte et ça devait être changé, ça m'énerve, blablabla. Et il ne s'occupe plus du design, il s'occupe du texte. Donc, on dit qu'une alternative valable, c'est de créer du texte par ChatGPT, du vrai texte français ou anglais, mais par ChatGPT et de le mettre et de prévenir le client, ce n'est pas votre texte, c'est juste un texte de remplacement en attendant. Voilà. Donc, je vous le dis, le lorem ipsum, c'est controversé. Quoi qu'il en soit, vous avez le bloc sélectionné et
il est indiqué que c'est du français dans la palette de caractères. Si vous montez tout au-dessus, vous allez voir qu'il y a la possibilité d'indiquer aucune langue. Et voilà, dès qu'on a choisi aucune langue, ce n'est plus souligné par le correcteur orthographique qui était enclenché là dans édition orthographe, vérification orthographique dynamique. Les mots ont un peu bougé parce ils se coupent plus. Avant, il y avait une tentative de les couper quand on était en français. Oui, il y avait certains mots qui étaient coupés, ce qu'on appelle la césure, parce qu'il essayait de couper avec son dictionnaire de césure français. Mais si on lui dit que c'est aucune langue, voilà, il coupe plus, il sait plus. Il sait plus couper. Il sait plus à quel dictionnaire de césure faire appel. Alors, vous voyez qu'au niveau des langues qu'on peut indiquer, il y a l'allemand avec quand même pas mal de variantes. L'anglais aussi. Par contre, on m'a fait remarquer dernièrement que l'espagnol, c'était bizarre qu'il n'y ait pas l'espagnol d'Amérique du Sud et l'espagnol d'Espagne, et peut-être d'ailleurs aussi. Voilà, c'est comme ça. Oui. Donc, InDesign ne fait pas la correction grammaticale, il fait que la correction orthographique. Donc, si vous avez Word sur votre ordinateur, ça peut être bien de traiter le texte dans Word avant de l'amener dans InDesign. Au niveau grammatical, oui, ça paraît bizarre, mais c'est comme ça. C'est pour ça que moi, j'ajoute un module qui s'appelle Prolexis, qui est payant et qui s'ajoute à InDesign et d'autres logiciels de mon ordinateur et qui fait l'orthographe, la grammaire, la typographie. Oui, vous n'êtes pas obligé de connaître les règles typographiques. Le logiciel de correction orthographique, grammaticale, typographique peut le faire pour vous. Les contextes, ça analyse les contextes. Par exemple, si vous indiquez dans un texte des fautes ou des belgicismes ou quoi, il va vous le souligner, il va vous le dire. Si vous indiquez, par exemple, dans un texte les deux jumeaux, blablabla, il va vous dire, mais tiens, c'est bizarre, les jumeaux, ils sont toujours deux. Pourquoi est-ce que tu dis qu'ils sont deux? Donc, on dit les jumeaux, pas les deux jumeaux. C'est surprenant, hein? Quelqu'un connaissait ça, cette règle? Vous auriez écrit comme moi les deux jumeaux. Et en fait, non, c'est faux. Au niveau linguistique, c'est faux. Donc, vous avez deux grands logiciels de correction grammaticale, typographique qui peuvent être ajoutés à InDesign. Il y en a un que vous connaissez certainement, c'est Antidote. Donc, c'est québécois. Voilà, Antidote, vous avez entendu parler certainement. Donc, évidemment, c'est coûteux. Oui. Pour Prolexis, vous multipliez par 5 ces prix-là. Prolexis, c'est français. Donc, C'est un module très bien intégré. oui, ça s'intègre à InDesign et ça s'intègre aussi à d'autres logiciels de l'ordinateur. Oui, oui. Et même Prolexis, il est en plusieurs prix, en fait, hein. C'est vrai que je pense il doit y avoir Mini Prolexis, peut-être un truc comme ça, mais bon. Donc, moi, j'utilise Prolexis, mais je vous conseille Antidote si vous avez l'occasion de l'avoir. Si vous avez l'occasion de l'avoir. Alors, où sont les prix? Ah oui. Ici, il était proposé à 240, mais moi, j'en ai un plus coûteux qui fait aussi l'anglais et d'autres choses, la typographie. Donc voilà, à vous de voir. Et alors, la question qu'on me pose souvent, c'est si c'est québécois, est-ce que ça corrige bien le français? Ben oui. Figurez-vous que les Québécois parlent mieux français que les Français. Ah oui. N'utilisez pas des mots anglais chez les Québécois, genre week-end, des choses comme ça. Ils vont vous dire fin de semaine, on n'utilise pas, on ne fait pas du franglais.
Donc oui, ils sont vraiment défenseurs de la langue. Alors ici, le bloc de texte là, on va faire une marge intérieure pour que le texte s'éloigne du bloc. Si on fait un bloc en couleur, ça se fait dans les publications des blocs en couleur. Oui, pas tous, bien sûr, sinon ça ressemble à n'importe quoi, mais si on fait un bloc avec un fond en couleur, c'est quand même bien que le texte n'aille pas contre le bord comme ça. Et donc, vous avez menu objet, les options de bloc de texte. Bon, le raccourci est intéressant à connaître, commande B sur le Mac, CTRL B sur le PC, parce qu'on va souvent y aller quand même. Et là, vous avez les marges intérieures du bloc. La chaîne devrait être enclenchée. Comme ça, quand vous bougez n'importe lequel des réglages, ça les bouge tous. Avec la case aperçu cochée ici, vous allez voir l'avant-après. Et voilà. OK. On va modifier quelques petits paramètres. Moi, je vais enregistrer le document. Vous n'êtes pas obligé d'enregistrer à chaque fois. Moi, je vais enregistrer à mon rythme de temps en temps en changeant le nom. C'est pour garder la progression dans le dossier que je vais vous rendre après. Donc, le bloc étant sélectionné, ce qui est la même chose que de mettre le curseur texte dans le texte et de faire commande A. CTRL A sur le PC, commande A, ce qui correspond à édition, tout sélectionné. Donc là aussi, on travaille sur tout le texte. Mais on le voit en négatif, donc c'est pour ça que dans un premier temps, j'aime autant sélectionner le bloc. Tant qu'on n'a pas dans le bloc plusieurs textes à plusieurs tailles, sélectionner le bloc, ça marche très bien. Après, quand on aura plusieurs textes avec plusieurs tailles, des titres par exemple, il faudra absolument que j'aille indiquer sur lequel je travaille manuellement avec l'outil texte. Mais là, la flèche noire sélectionnée, c'est bon. Alors, on va changer un peu l'interlignage. Vous allez augmenter l'interlignage, par exemple. Et dès que vous augmentez, vous allez voir que les parenthèses sont bonnes. Voilà. Vous pouvez augmenter aussi la taille du texte, si vous voulez. Est-ce que le texte est agréable à lire? Est-ce qu'il vibre ou pas? Il faut absolument, pour le vérifier, ne pas se fier à l'écran, le sortir sur une imprimante laser noir et blanc ou une photocopieuse. C'est le seul moyen. Pas sur une jet d'encre ou en couleur, parce que là, ça rend le texte flou, mais sur une laser noir et blanc, on vérifie si le texte est agréable à lire. Parce qu'il y a du texte à une certaine taille, ça vibre. Visuellement, ça vibre. Donc, je vous le dis tout de suite, avant de vous lancer dans une grande brochure, testez le texte principal que vous mettez. Métrique, je vais passer en optique. Voilà, ça a bougé les caractères. Oui, parce que ça peut le faire sur tout un livre. Sur 10 chapitres de 30 pages, je peux appliquer le calcul optique du texte. Donc ça, c'est pratique. Donc, le fait d'avoir augmenté l'interlignage, ben, c'est peut-être plus facile à lire, mais ça donne aussi un effet haut de gamme. Regardez les magazines qui se veulent haut de gamme, les magazines sur la mode, vous allez voir que les espacements entre les lignes, c'est quand même assez exagéré, un peu comme ceci. Donc, voilà une bonne astuce. On veut donner un aspect haut de gamme. On joue sur l'interlignage pour qu'il soit assez fort. En plus, il faut payer moins les rédacteurs puisqu'il y a moins à rédiger.
Donc, quelque chose qui peut être intéressant aussi, c'est l'approche de groupe ici. Voilà, testez. Si vous augmentez ça, c'est l'espacement global entre les caractères. Donc, on avait l'approche de paire, P-A-I-R-E, entre chaque caractère, qu'on a décidé ici que ce soit, on a décidé que ce soit automatique, en optique. Mais vous avez en plus, qui s'ajoute à ça, l'approche de groupe, qui peut augmenter la lisibilité. Très intéressant. Alors, peut-être que vous avez remarqué qu'il y a une croix rouge sur la porte de sortie. Ça veut dire qu'on a du texte en excès. Mais forcément, on a demandé tout à l'heure de remplir par du texte de substitution, du lorem ipsum. Ça a rempli la totalité du bloc. À 100%, le bloc était rempli. Et entre-temps, on a augmenté la taille du caractère, la taille de l'interlignage, la marge aussi. Et tout ça fait que il n'y a plus assez de place pour que tout le texte soit visible. En dessous, vous avez, il est indiqué, une erreur. Ça, c'est ce qu'on appelle le contrôle en amont. Avant de passer à la phase d'impression, il y a quelqu'un qui contrôle. Si tout va bien, un relecteur. Dans les meilleures boîtes, il y a des relecteurs. Mais ça, c'est un relecteur automatique. C'est InDesign qui repère déjà des erreurs. Et là, l'erreur qu'il a repérée, c'est qu'il y a du texte qui est dans le document, mais qui n'est pas visible parce qu'il n'y a pas assez de place dans le bloc. Très intéressant, le contrôle en amont, ça va vous éviter des problèmes. Ça ne dispense pas de relire le document attentivement pour voir s'il y a des erreurs, mais ça vous aide déjà de manière automatique à repérer des erreurs. On ne va pas aller dedans maintenant, mais ça vous explique. Alors, voilà, une erreur, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas une erreur informatique, ce n'est pas une design qui fonctionne mal, c'est juste qu'il vous dit qu'il y a une erreur dans le document. Alors, on va aller voir menu fenêtre, information, la palette information. Et avec le curseur texte, on va aller cliquer dans le bloc. Et là, il fait un calcul. Il vous dit, tiens, il y a 1067, c'est un peu différent chez vous. Chez moi, il y a 1067 caractères visibles, 824 qui ne sont pas visibles, 154 mots visibles, 120 qui ne sont pas visibles. Voilà. Comme ça, vous avez une idée de la quantité de texte qui est en excès. Ah, moi, j'ai pas de ça. Donc, il faut cliquer avec le curseur texte dans le texte pour que ces informations apparaissent. À quoi ça pourrait vous servir, cette information? Parce que la santé de télé, parce que le Pensez à une publication que vous sortez chaque semaine ou chaque mois. C'est contenu à faire la dépression de précédent. Ouais, le contenu en adéquation avec... la classe Exactement, prévoir la place. Sachant ça, vous avez fait votre mise en page. On imagine, c'est la mise en page de l'article sur le jardinage qui va revenir chaque mois dans le magazine. C'est une demi-page sur astuces jardinage. Vous pouvez dire à la personne qui s'occupe de rédiger ça, tiens, voilà, tu dois faire chaque mois ou chaque semaine, je ne sais pas, un article de 154 mots maximum. Après, on ajuste un peu. S'il fait 160 mots et que ça ne passe pas, on ajuste un peu. Mais donc, oui, ça permet de prévoir, de dire à la personne, voilà, de combien de mots tu disposes chaque semaine pour faire ton article. Bon. Que dire de plus ici? Oui, on peut bouger les choses, hein, il n'y a pas de problème. Ah, ça clignote quand même un peu chez moi, c'est pas tout à fait normal. En fait, ce qui se passe, c'est que Adobe n'a pas encore eu le temps d'adapter InDesign aux dernières puces Apple. Et encore, c'est pas la dernière, c'est M2. Ils en sont à la M4 maintenant, mais bon. Voilà pourquoi il y a parfois des choses un peu zarbi. Sean,
Les puces, ben, c'est la puissance, hein, c'est de plus en plus puissant avec de plus en plus de puissance graphique pour aller plus vite. Voilà. Mais c'est une architecture chaque fois de puces différente et donc les fabricants de logiciels doivent normalement s'adapter. Mais là, ils n'ont pas trop le temps visiblement. Bon, c'est pas un drame, c'est utilisable. Alors, pour régler le problème du texte en excès, bah, on pourrait faire un deuxième bloc et faire couler le texte dans ce deuxième bloc, ou alors on pourrait agrandir le bloc ici, ou réduire la taille du texte. En fait, c'est tout ce qu'il vous dit. Hein. Ne le faites pas, je vous montre juste dans le panneau de contrôle en amont. Si on va voir l'erreur et la sélectionner, et il va vous dire dans les informations ici ce qu'il faut faire. Redimensionner le bloc de texte ou modifier le texte pour l'ajuster au bloc ou ajouter des blocs de texte. Mais tout ça est un peu incompréhensible si on ne connaît pas le fonctionnement d'InDesign, c'est ça le problème. Bon, écoutez, ici, on va tester sur le bord de la page parce que si vous zoomez en arrière, vous voyez qu'on a ce qu'on appelle la table de montage qui peut au besoin s'agrandir d'ailleurs. Le principe, c'est que c'est à la manière des typographes. Comment est-ce qu'on composait un livre avant? Il y avait ce qu'on appelait le marbre sur lequel on assemblait les caractères mobiles en blocs. On les assemblait en blocs, d'où le terme bloc ici dans InDesign. Sur le côté, puis on les amenait sur la page qu'on constituait. Ben, c'est le principe ici. Vous avez une table de montage. Alors, on va faire ceci. Vous allez prendre la flèche noire et avec la touche Alt enfoncée, vous allez déplacer le bloc là sur le côté. Voilà. Vous le voyez? 7 mètres de montage en droite. La table de montage, c'est toute cette zone grise autour de la page. Ok, ça. Tu ne l'as pas parce que tu es en affichage aperçu, sans doute. Voilà. Et d'ailleurs, le bloc dupliqué, je ne le vois plus non plus, d'ailleurs. Il y a affichage normal, oui, oui. Alors, une fois pour toutes, une bonne chose à faire, c'est de faire en sorte que cette table de montage soit blanche. Parce que regardez, si je vais dans les préférences interface et que je mets l'interface sombre, ben la table de montage est sombre. Voilà. Préférences, interface, voilà. À chaque fois, ça va changer. Donc, ce qui serait intéressant, c'est d'aller décocher ceci, faire correspondre la table de montage au thème de couleur. Et là, vous voyez qu'elle est blanche, peu importe quelle est la couleur que vous donnez à l'interface. Et ça, c'est très pratique quand même, parce qu'on voit mieux ce qu'on fait sur du blanc. Bien, OK. Donc ça, c'est le bloc qui a été dupliqué. Donc, une solution, bien sûr, ce serait de prendre la flèche noire et d'agrandir le bloc par le bas, par exemple. Voilà. Et à un certain moment, tout va apparaître. Voilà. Logique. Donc, avec la flèche noire et la touche Alt, je vais le déplacer ici. Une autre solution, bien sûr, c'est de diminuer la taille de l'interlignage et des caractères. Mais il y a tellement de mots, il faut vraiment descendre très bas pour finalement que tout le texte soit visible si je ne veux pas modifier la dimension du bloc. Vous voyez, si vous avez affaire à un rédacteur qui a vraiment trop écrit, son texte sera minuscule. Il faudra lui demander d'élaguer ça. Vous demandez à ChatGPT de résumer son article. Il sera content. OK. Ça, c'est une solution. Autre solution, et là, je vais remonter les blocs comme ça. Vous voyez? Donc, je vous rappelle que les marges, c'est pour vous dire évitez de mettre des choses trop près du bord parce que ça risque d'être coupé au moment où on imprime et qu'on coupe les papiers. Ça risque de ne pas être agréable à lire du texte trop près du bord. Donc, c'est bêtement ça. Et évidemment, la marge, on peut changer sa valeur. On a pris la valeur par défaut 12,7 mm, 1,5 pouce, mais voilà. Et donc, une solution serait ceci.
Ça va, vous avez réussi à monter vos 2 blocs avec, l'outil texte. Oui. Si vous tracez un bloc en dessous voilà, avec la flèche noire, on voit bien ses limites. Vous allez pouvoir le chaîner. Donc, on clique sur le 1er bloc avec la flèche noire. Vous positionnez le pointeur sur la croix rouge et attention, là, c'est là qu'on se plante en général. Vous allez cliquer brièvement. Oui, parce qu'en général, il y a des gens qui appuient, qui gardent appuyé et puis qui tirent. Ça va pas. On fait juste un clic. Clic. Voilà. Le curseur apparaît comme étant chargé de texte. La porte de sortie montre une flèche qui va vers la droite. Vous survolez le bloc que vous avez créé en dessous. Surtout, vous n'allez pas sur le bord des marges ou sur là. Non, vous survolez le bloc et vous cliquez et ça coule. Voilà. Et là, il se trouve que c'est suffisant chez moi. Mais peut-être que chez vous, vous avez encore la croix rouge en bas à droite du 2e bloc, mais c'est pas grave, vous avez vu comment faire du chaînage. Oui, bien sûr, si on modifie la dimension du 1er bloc, ça coule, voilà, ça s'adapte. Si je le fais plus étroit, le 2nd bloc ne sera pas suffisant pour, contenir tout le texte et je vois à nouveau réapparaître la croix rouge. Et là, on peut chaîner d'une page à l'autre aussi, hein, sans problème. D'une page à l'autre, on chaîne. De page de gauche à page de droite, de page de droite à page de gauche suivante, on chaîne. Voilà, c'est le principe. Le chaînage, on peut le visualiser. Si vous allez dans Affichage extra et vous demandez Afficher le chaînage du texte, pendant qu'un bloc est activé, n'importe lequel des deux, vous voyez le chaînage entre la porte de sortie et la porte d'entrée. Voilà. Alors, je vous le montre ici, vous n'êtes pas obligé de le faire, quoique si, ça pourrait être très intéressant quand même. Tout. Vous avez encore de la place pour, dupliquer le bloc ou alors il faut agrandir la table de montage? On peut peut-être agrandir la table de montage. Vous allez dans les préférences. Donc, dans les préférences, sur PC, c'est édition, préférences. Ici, c'est InDesign, préférences, repères et table de montage. Vous avez ici les dimensions de la table de montage. Donc, de chaque côté de la page, il y a l'équivalent de la largeur de la page. Actuellement. De chaque côté de la page, vous avez une table de montage qui a l'équivalent de la largeur de la page. 215,9 mm, puisqu'on a démarré d'un format lettre. Et en marge verticale, vous avez 1 pouce. Bah, si vous pouvez indiquer, par exemple, ici, 200. Voilà, 200. OK. Et là, quand vous zoomez en arrière, vous voyez que vous avez beaucoup plus de place. Bon, je vais à nouveau dupliquer le bloc. Voyons si celui-là, ça va marcher. Oui, ça... Ah non, il n'a pas pris comme il devrait. OK, c'est pas grave. On va dupliquer le bloc que vous avez mis à gauche. Voilà, je vais le dupliquer à droite. Je vais le remonter. On a du texte en excès. La petite croix rouge. On duplique encore pour le noir. Donc, pour le dupliquer, c'est la flèche noire et le prendre avec la touche Alt enfoncée. Comme dans tous les logiciels Adobe, la touche Alt, quand on déplace un objet, ça le duplique. Donc voilà, je recommence. J'ai redémarré d'ici parce que l'autre bloc qui est chaîné, ça ne va pas fonctionner comme je voulais. Le bloc là, de gauche, avec la touche Alt, je le déplace à droite, là, voilà, et je vais remonter sa poignée d'en bas avec la flèche noire. Ah ben oui, parce que surtout pas avec l'outil de transformation, sinon il se passe ceci. Ben non, ça va pas ça.
C'est pas bon. J'annule. OK. Donc, vous avez le bloc avec la croix qui indique qu'il y a du texte en excès. Et donc, une possibilité, et ça c'est très intéressant à connaître, avec l'outil texte, on se met à la fin d'un paragraphe. Bon, ici, il n'y a pas vraiment de paragraphe. Je vais me mettre, par exemple, ici. Mettre le curseur texte là. Voilà. Où est-ce qu'il est? Ah oui, j'en profite pour vous dire, regardez, je suis en train de travailler avec l'outil texte dans le texte. Si je veux bouger sur l'écran les choses, c'est la touche Alt, le raccourci de la main. Forcément, ce n'est plus la barre d'espacement. Très pratique à connaître. Alors, ce que je vais faire ici, c'est ceci. J'appuie sur certaines touches au clavier, je vais vous donner lesquelles après, et ça sélectionne tout le texte qui se trouve après le curseur, y compris celui qui est masqué, qui n'apparaît pas. Je fais un commande X, donc c'est édition coupée, voilà, et de là, je peux aller créer un autre bloc et coller dedans, voilà. Donc, ce ne sont pas des blocs chaînés, et pourtant, le bloc ici, c'est la suite de là. C'est une solution. Le chaînage, c'est pratique, c'est automatique. Quand je redimensionne le bloc chaîné, vous avez vu, ça coule différemment dans le suivant. Tandis qu'ici, si je redimensionne le bloc du dessus, le texte d'en bas ne remonte pas s'il n'y a pas de chaînage. Alors, mais c'est quand même très intéressant à connaître ce raccourci. Donc, quel est le raccourci que j'ai utilisé pour sélectionner tout ce qui suivait le curseur? Comme ça. Alors, je vais vous montrer sur mon petit clavier virtuel. Ah, mais non, je ne peux pas. Parce que c'est un clavier comme un ordinateur portable. Et c'est l'occasion que je vous dise que si vous travaillez sur un ordinateur portable qui a un petit clavier comme ça, dans InDesign, vous allez passer à côté de plein de possibilités. Donc, il vaut mieux un grand clavier. Donc, dans ce cas-là, deux solutions. Soit de vous acheter un portable avec un grand clavier, ça existe, les portables de gamers. Soit de vous connecter un grand clavier au portable. Soit vous passez à côté de possibilités dans le design. Donc, je vais vous montrer sur une image d'un clavier tel que vous en avez un sous les yeux, ce qu'on appelle un clavier étendu. J'en ai un connecté à l'ordinateur, sinon je n'aurais pas réussi à faire la chose. Et donc, voilà. J'ai enfoncé sur le Mac la touche commande, Shift en même temps. Bien sûr, sur le PC, ce sera CTRL-SHIFT. Et vous avez ici cette icône qui correspond à End sur le clavier du PC. Cette touche, je veux dire. Oui, avec cette icône-là. End. Et donc ça sélectionne tout ce qui se trouve après le curseur. Commande majuscule et cette flèche-là. Contrôle majuscule End sur le PC. Voilà le genre de clavier que vous devriez idéalement avoir quand on travaille dans InDesign et pas seulement dans InDesign. Dans d'autres logiciels, c'est quand même pratique. Pas nécessairement cette marque-là, hein, ça c'est juste mon exemple, hein, attention. Hein. Il y a des claviers Apple, il y a des claviers de plein de marques différentes. J'ai même vu des claviers Cherry dernièrement. Pour Mac. Incroyable. Ouais, c'est ça, c'est incroyable. Mais vous voyez pas pourquoi c'est incroyable. Parce que quand on est depuis longtemps dans le métier, les claviers Cherry, dans les années 80, c'était le top. Tout le monde voulait des claviers de cette marque-là. Et donc, j'ai été étonné de voir quelque part qu'ils font des claviers pour Mac. C'est surprenant. Mais évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas, ça ne veut rien dire. OK, donc vous avez vu, ou bien, ça fait déjà pas mal d'infos au niveau de la manipulation des textes et il y a encore beaucoup de choses à dire.
Donc ici, pour faire ça, si je reviens en arrière, si j'essaye de revenir en arrière, voilà. Donc, curseur que je positionne, en principe à la fin d'une phrase, mais ici c'est du faux latin. J'utilise les touches que j'ai montrées, je fais un commande X pour couper. Avec l'outil texte, je crée un autre bloc, je trace, commande V, et voilà. Donc, ce n'est pas la situation, la manière de faire idéale que je vous conseille. Le chaînage, c'est mieux, mais c'est une solution. Ce qui est surtout intéressant, c'est la fonction qui permet de sélectionner tout le texte après le curseur, même le texte qui n'apparaît pas. Ça peut servir de temps en temps.